Alors, je vais me livrer à un exercice un petit peu délicat qui va être celui d'essayer de faire la synthèse de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, en tout cas en matière de bâtis construits pendant la guerre delphino-savoyarde. Et puis, je vais rajouter quelques sites par-dessus tout ça, mélanger, essayer de voir ce qu'il en sort. Alors, construction à vocation militaire avant tout, eh bien, ces bâtis ont été en majorité édifiés sur des confins de Châtellenie, des zones frontalières entre les deux principautés, ou des itinéraires routiers stratégiques, comme on l'a vu. Les premières constructions en bois s'apparentent à des fortins érigés en quelques semaines, mais rapidement soumis à de multiples attaques par les troupes ennemies, soucieuses de contrecarrer les plans de l'adversaire. L'aménagement du relief par le creusement de fossés et la construction de bâtiments et palissades en bois livrent l'image de fortifications sommaires, dont peu d'exemples sont aujourd'hui connus par l'archéologie. Bien qu'elle n'ait servi parfois que pendant quelques mois avant le déplacement du front du conflit, le besoin de tenir plus fermement ses positions a, dans certains cas, conduit à l'édification de constructions en pierre qui étaient plus pérennes. Les bâtis qui ont été développés dans le cadre de cette guerre, dont la définition a été précisée par Alain Kersuzan ce matin, sont bien documentés par les archives. À travers les contes de Châtellenie ou les contes d'œuvre, il est possible de retracer le contexte de leur construction, les matériaux employés ou encore la gestion des chantiers sur certains aspects. Les bâtis savoyards sont certes mieux connus que les bâtis dauphinoises grâce à une documentation comptable qui est plus précise. Ces fortifications ont été édifiées non seulement par les deux principaux protagonistes du conflit, comtes de Savoie et Dauphin, mais aussi par leurs alliés, dans le comté de Genève notamment. Alors, du point de vue matériel, ces sites sont répandus dans toute l'ère du conflit, dont ils dessinent les frontières mouvantes et les points de fixation. Mais ils ne bénéficient encore que d'une documentation archéologique qui est très partielle et ponctuelle. Même leur inventaire, comme on l'a vu, est loin d'être complet. Alors, comment ces bâtis, de bois ou de pierre, se caractérisent-elles? Des plans, des formes architecturales, des systèmes défensifs spécifiques ou originaux se dessinent-ils à la lecture des vestiges archéologiques? Alors, abordons d'abord le corpus, très rapidement l'historiographie et un peu les méthodes en cours. Sur le corpus, eh bien, on a environ, à ce jour, 35 à 40 sites recensés sur la zone frontière entre le Dauphiné, la Savoie et leurs alliés respectifs. J'en profite d'ailleurs en présentant cette carte de Benjamin Houry pour remercier tous ceux qui ont bien voulu prêter leurs documents pour faire cette communication. J'aurais peut-être pas le temps de le faire à la fin. Donc merci à Alain Kersuzan, Jean-Michel Poisson, Michel Joguin et Franck Gabaillé, bien sûr. Et Benjamin, comme je viens de le dire. Alors, sur ces 35 à 40 sites qu'on peut voir ici, qui couvrent un petit peu toute la zone frontière entre les deux principautés, on a seulement 6 bâtis de terre et de bois et 4 bâtis en pierre qui ont été analysés dans le cadre de cette contribution. C'est encore assez peu pour tirer des conclusions définitives, et ces sites-là livrent une documentation archéologique qui est extrêmement variable. On a vu 3 très belles fouilles, mais tout au plus ce corpus permet-il de suggérer quelques lignes de force et d'ouvrir des perspectives de recherche pour les années à venir. En revanche, il offre une unité de temps, puisque tous les sites sont construits, parfois détruits et parfois reconstruits dans une période d'à peine 28 années entre 1305 et 1333, et une unité presque de lieu, puisque la zone de contact entre les monts du Bugey et la plaine de l'Ain est la zone privilégiée de cette étude, qui a été le théâtre des multiples épisodes de la guerre entre Dauphinois et Savoyards, qu'Alain Kersuzan a détaillé ce matin. Seule la Bâtie-Royalbeau sort de ce cadre géographique, mais on aurait tort de se priver d'un si bel exemple. Voilà, c'est avec ça qu'il faut que j'avance. Enfin, le recensement de ces bâtis de guerre est encore en cours sur l'ensemble du territoire des anciennes principautés du Dauphiné et de la Savoie. On a vu... excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, sur l'historiographie, on a vu les fouilles récentes ou plus anciennes de Jean-Michel Poisson, donc, à Gironville,
Roilbeau fera partie de ce corpus, Vieux-Souvaré aussi, et puis j'ajouterai quelques sites complémentaires, puisque aucune bâtie de pierre n'a connu de fouilles archéologiques approfondies. La documentation est soit liée à des études d'archives, soit à des relevés topographiques, soit à des études archéologiques du bâti. En 2010, la bâtisse savoyarde de Luisandre a fait l'objet d'une monographie à partir des sources comptables par Alain, et cette approche a été complétée en 2016 à la demande de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey par un état des lieux du site assorti d'un plan topographique. Ce travail a permis de confronter les données textuelles aux vestiges sur le terrain. Parallèlement, l'ancienne bâtie des Alimes, fondée en 1305 face à Luisandre, et elle aussi reconstruite en pierre quelques années plus tard, a fait l'objet d'une étude archéologique préventive menée par nos soins dans le cadre des travaux de restauration entre 2017 et 2020. Alors, sur le plan archéologique, donc, on a juste une poignée de sites qui est documentée de diverses manières. Depuis 2019, on a, dans le cadre du projet collectif de recherche Fortifier les Alpes au Moyen-Âge, tenté d'approfondir ces recherches sur le terrain de manière à proposer une meilleure compréhension de la topographie des sites et de leur état de conservation. Plusieurs bâtis font ou feront l'objet de nouveaux relevés archéologiques ou de prospection, assortis d'études d'archives. Le site des Alimes, la bâtie de Corlier, dans les montagnes du Bugey, la bâtie de Saint-Denis, sur la route de Lyon à Bourg-en-Bresse notamment. Ce travail permettra à terme d'envisager des comparaisons, ne serait-ce qu'au niveau des dimensions des édifices, des systèmes fossoyés, de la présence de bâtiments ou d'enceintes successives. Alors tout ça est complété par, comme j'ai commencé à le dire, le recensement de ces bâtis de guerre, avec un recensement qui est assorti d'une cartographie analytique et des prospections sur le terrain, sur les territoires de l'Isère, par Annick Clavier et Jean-Pierre Moine, comme ils l'ont présenté ce matin, de la Haute-Savoie par Loïc Benoît et Evelyne Chauvin-Desfleurs, et de la Savoie. Cette démarche devrait aboutir, nous l'espérons, à une meilleure connaissance de ce type particulier de fortification, qui a participé pleinement à la stratégie de conquête et de contrôle des marges de tous les belligérants de ce conflit. Alors, si on examine un peu les plans, la topographie et l'architecture générale, je vais passer assez vite sur un certain nombre d'exemples que vous venez juste de voir, et je m'attarderai un peu plus sur les édifices en pierre. Pour les édifices en terre et en bois, bon, le premier exemple de notre corpus, le premier construit, c'est la bâtie de Luisandre. Malheureusement, il est édifié en 1305 par Amédée V de Savoie et son fils, Édouard, mais nous ne savons finalement qu'assez peu de choses. Ce qu'on apprend, c'est surtout ce qu'Alain nous a mentionné ce matin, c'est-à-dire au cours de la construction de la bâtie en pierre, eh bien, on a le démontage progressif de la bâtie en bois. La fortification était composée d'une enceinte de pieux, renforcée de 4 chafauds, donc des sortes de tours en bois qui avaient plusieurs étages. Ces chafauds furent démontés progressivement lors de la reconstruction. Des charmures, sortes de palissades de pieux sur soubassement de pierre, existent également, mais leur répartition et leur localisation est méconnue. Selon Alain Kersuzan, le plan de la bâtie primitive était peut-être assez proche de celui de la reconstruction en pierre. Aucun fossé n'est cependant attesté à Luisandre dans les premières années. Alors, le site en pierre de Luisandre, en fait, a fait disparaître quasiment toutes les traces de la bâtie primitive, et il faudrait sans doute fouiller pour essayer d'en discerner les traces, ce qui est loin d'être évident. La même année, en 1305, en réaction à la construction de Luisandre, le dauphin fait construire une bâtie aux Alimes. On est dans une position topographique légèrement inférieure. Luisandre est à 805 mètres d'altitude, les Alimes autour de 670, et on a un site fossoyé qui est édifié à peine à 800 mètres à vol d'oiseau de Luisandre. La bâtie primitive est assez mal connue par la comptabilité dauphinoise, qui est moins discerte que celle du comté de Savoie. Cette première bâtie semble située tout au nord du site actuel des Alimes, au pied de cette petite tour ronde là, qui forme l'extrémité de ce qu'on identifie aujourd'hui comme le bourg. Et donc ici, on a tout un tas de structures
Voilà, qu'on aperçoit ici sur cette photo, mais qui se développe également dans la partie boisée qui est ici, et donc qu'on perçoit beaucoup moins bien. Ce premier ensemble, qui a l'air d'être complètement mangé par la fortification de pierre, se constitue de plusieurs levées de terre successives, donc une enceinte fossoyée qui mesure environ 75 mètres de largeur par 50 mètres au minimum dans le sens nord-sud, sachant que toute la partie sud est rongée par la construction du bourg et de cette tour en pierre. En revanche, ici, donc on a à peu près 3750 mètres carrés de surface avec une levée de terre, un fossé, une autre levée de terre ici et une sorte de plateforme qu'on aperçoit là. En revanche, ici, je vais vous montrer, donc voilà, si on voit un petit peu le modèle numérique qui a servi à faire ce plan, on aperçoit qu'ici, on a une très grosse dépression avec les remblais autour de la tour ronde. Les fossés sont encore assez perceptibles dans le paysage ici, avec une levée de terre sur l'extérieur. Ici, on voit le fossé et la levée de terre intérieure. Et ici, en revanche, on a un affleurement rocheux qui est assez chaotique et qui me semble plutôt correspondre à la carrière de pierre qui a servi à la construction de l'édifice des années 1310. J'ai pu calculer que la surface le volume qu'on a extrait ici peut correspondre à environ 1200 mètres cubes, ce qui correspond à peu à la moitié de ce qu'il a fallu pour construire le grand mur qu'on voyait tout à l'heure sur la photo, qui fait 100 mètres de long et 10 mètres de haut. Alors, donc ensuite, Royalbeau, on vient juste de voir cette présentation. C'est un édifice qui est sur pieux, avec également une plateforme centrale qui fait 40 mètres par 30, 1200 mètres carrés, et une enceinte fossoyée beaucoup plus vaste, avec 2 fossés concentriques, 9000 mètres carrés à peu près, 2 fossés, le dos d'âne et 3 chafauds. Gironville, un cas relativement semblable. Alors, j'ai plus les dimensions qui sont marquées là-haut, qui sont cachées. De mémoire, ça fait à peu près 35 mètres de côté, soit 1225 mètres carrés. Et la plateforme, la zone fossoyée, fait environ 100 mètres de côté, avec 2 fossés, le dos d'âne et 4 chafauds. Donc à peu près 1 hectare pour l'ensemble de la fortification. Pas de fossé à Saint-Jean-le-Vieux, mais une enceinte palissadée dont on a vu la structure. Une enceinte plus vaste avec environ 4400 mètres carrés pour la cour intérieure. C'est presque 4 fois les autres sites. Et enfin Corlier, qu'Alain a montré ce matin, avec un site où on a une plateforme qui apparaît assez nettement et qui est entourée d'une zone humide, alors là, dont on ne sait plus très bien où sont les fossés. En fait, on voit bien qu'il y a des trous d'eau par endroits, ici notamment, il y en a d'autres là derrière ou ici, et puis les ruisseaux qui passent à travers. C'est assez bucolique, on voit que la plateforme domine un peu l'ensemble d'ici à l'arrière, avec un franchissement de ce ruisseau qui est assez original, mais je ne suis pas sûr du tout qu'il soit médiéval. Sur la plateforme solitale, en revanche, on voit assez peu de choses, comme l'a dit Alain, sans doute un soubassement en terre et en pierre ici, dans lequel ont pu être plantés les pieux d'une palissade pour fortifier la plateforme centrale. Voilà à quoi ressemble le plan de cette chose, avec donc une enceinte qui apparaît assez nettement, peut-être l'emplacement d'une tour ici dans un angle, et une plateforme triangulaire qui se développe au nord, et autour la zone humide. Voilà un peu à quoi ressemble le modèle de terrain. Alors, la surface,
Je suis embêté avec la barre d'outils de zoom qui est exactement à l'emplacement où j'ai noté mes mesures. Enfin, vous les voyez, donc c'est déjà une chose. À Corlier, on a une plateforme centrale qui fait 28 mètres de côté, à peu près 780 mètres carrés, et une plateforme fossoyée de l'ordre de 93 mètres par 67, donc à peu près 6000 mètres carrés de fossés autour de la fortification. Alors, les bâtis en pierre, bon, c'est assez différent. La première qui est reconstruite, c'est les Alimes dans notre corpus, au sommet donc, de cette colline. La bâtie primitive est incendiée en 1311 et reconstruite en pierre en 1312. L'édifice est un ensemble assez massif, comme vous pouvez le voir, avec une cour centrale de 36 mètres de côté, cantonnée par deux tours dès l'origine, une tour carrée et une tour ronde. Les deux sont parfaitement chaînés avec les courtines adjacentes. C'est ce qu'on a pu voir lors de l'étude archéologique du bâti. Donc l'ensemble est vraiment homogène. Donc ça fait à peu près 1300 mètres carrés de surface pour la cour intérieure. L'enceinte fossoyée, quant à elle, est beaucoup moins bien connue parce que ça se développe autour et c'est très comblé par les travaux du 19e et du 20e siècle. Donc cantonné par une grosse tour carrée et une grosse tour ronde dans les deux angles opposés. L'ensemble est complété par des bâtiments qui se développaient dans la cour, dont sont conservées quelques traces sur les élévations. Et Bernard Mandy, dans les années 70, avait pu faire 2 sondages dans la cour qui avaient précisé leur emplacement, mais c'est resté assez limité. Le site est complété par un grand mur de fortification qui fait 100 mètres de longueur et qui vient barrer complètement la colline, avec une petite tour de 8 mètres de diamètre à l'extrémité, qui fait aujourd'hui 13 mètres de hauteur. Et enfin, une autre enceinte, beaucoup plus légère, 90 cm d'épaisseur, ici, voilà, qui vient compléter cet ensemble et dans laquelle Antoine Bon, dans les années 50, avait fait des fouilles mécanisées, mais il n'avait rien trouvé à part le terrain naturel et il en a déduit que c'était juste une enceinte qui avait servi de refuge et pas du tout un bourg. Alors, je crois que Cédric Mottier est en train de remettre en cause un petit peu ces interprétations-là par l'étude des terriers. Donc, on attendra avant de se prononcer sur l'interprétation de la fonction de cette grande cour. Luisandre, qui est construite dans la foulée, juste après les Alimes, on attaque la reconstruction en pierre de Luisandre dès 1312, la même année, avec un édifice qui est assez similaire, 34 mètres par 24, au lieu de 36 par 36, donc 816 mètres carrés de surface pour la cour centrale qu'on voit ici, et une enceinte fossoyée qui se développe dans un grand carré de 80 mètres de côté, un peu plus de 6000 mètres carrés de surface. Voilà à quoi ressemble le plan, la cour centrale, une tour carrée dans un angle qui vient bien emboîter l'angle, donc celle-ci est flanquante. Autour, on a une première plateforme côté nord qui est enceinte par un mur et c'est probablement de ce côté-là que se faisait l'accès où on a peut-être la pile de pont qui permettait de franchir le fossé ici. Ensuite, on a 3 plateformes qui se développent autour. À l'ouest, une grande plateforme qui est peut-être une plateforme d'artillerie, une autre à l'est qui est plus étroite, qui ne fait que 5 mètres de côté, et le tout est entouré de fossés. Au nord, on a un double fossé avec un dos d'âne, comme mentionné dans les archives. À l'est, un grand fossé qui se développe tout autour. Il n'y a qu'à l'ouest où on ne les voit pas, mais l'ensemble est complètement enfoui dans la végétation. Voici la tour, les fossés côté nord, le fossé taillé dans le rocher côté est avec la plateforme qui fait 5 mètres de côté. Et ici, la grande plateforme qui est côté ouest, qui est légèrement en pente. Et on voit bien le cône d'effondrement de la cour centrale. Voici le fossé taillé dans le rocher qu'on voit bien ici. Ça fait de l'ordre de 7 mètres de large. Et on a
plus de 4 mètres de dénivellation entre l'intérieur de la cour et le fond du fossé qui est très comblé aujourd'hui. Dans notre corpus, il faut rajouter Saint-Denis, qui est une construction légèrement plus tardive, donc entre 1323 et 1326 pour la construction principale. Elle dure à peu près 3 ans. Donc l'édifice occupe le sommet donc, du Mollard dont parlait Alain ce matin. On est sur une position de contrôle avec Luisandre, les Alimes et le château de Saint-Germain juste derrière, et puis la vallée de l'Albarine qui permet d'aller jusqu'au lac du Bourget en Savoie. L'ensemble a fait l'objet d'une étude cette année, à la fois d'archives et sur le terrain. La cour centrale, on peut la restituer à peu près 40 mètres par 30 de côté, soit 1200 mètres carrés. Elle est complètement mangée au nord et à l'est, mais on a bien encore les traces des courtines adjacentes à la tour. Une tour carrée appuyée par des glacis à la base et qui fait 23 mètres de hauteur depuis le bas à l'endroit le plus haut. Par contre, quand on est dans la cour, on a simplement 15 mètres d'élévation qui sont visibles. Donc, on a vraiment la tour qui vient chemiser le terrain naturel et sans doute le rocher qui est à fleur dessous. C'est l'un des rares endroits où on peut apercevoir la hauteur des courtines initiales. Ici, on est de l'ordre de 6 à 8 mètres, si je retrouve mes 6 ou 7 mètres. Vous verrez ça dans la publication, j'espère. Et où on peut voir l'arrachement du parapet du chemin de ronde ici, avec des portes de circulation qui permettent de circuler entre la tour et les courtines. Les courtines font 1,50 m d'épaisseur à l'ouest et un peu plus de 2,20 m au sud. Et enfin, Rouelbeau 2, qui est un cas un petit peu atypique, on en a parlé. Alors, les raisons de cette forme un peu atypique, avec 4 tours rondes dans les angles et puis la tour porche carrée, qui peut faire penser qu'effectivement, on a plutôt la volonté de construire un édifice à vocation ostentatoire et résidentielle que purement un fortin militaire. Donc là, la cour est beaucoup plus vaste, je crois qu'on atteint 2000 mètres carrés à peu près, et elle est toujours entourée de ces fossés sur les côtés. Voilà, Michel a très bien montré tout ça tout à l'heure. Alors, si on essaye de proposer quelques éléments de comparaison entre tout ça. L'exploitation et l'aménagement du relief. Comme pour toutes les fortifications, évidemment, le relief naturel constitue une donnée majeure pour l'établissement des sites et puis pour la définition de la forme de l'ensemble. Il est toujours aménagé ou utilisé comme un élément de la défense. En plaine comme en montagne, les bâtis sont tous placés à des points de contrôle stratégiques, itinéraires routiers, ponts, bordures de cours d'eau, péages. Mais en plaine, le terrain naturel est fortement aménagé par d'importants terrassements qui permettent de créer des plateformes artificielles fossoyées, comme à Gironville ou Roualbo. À Roualbo, la surface utile de la cour ne représente que 13% de la surface aménagée. 87% du site est occupé par les fossés et les dodanes. Situation comparable à Gironville, 12% pour la cour. Corlier, 12,5% pour la cour. Dénué de fossés, Vieux-Souvarez apparaît comme une exception en plaine. Sa longévité escomptée, on l'a évoqué, ne méritait-elle pas un investissement trop important pour creuser des fossés? Les bâtis qui exploitent des éminences rocheuses, en revanche, plus ou moins hautes en altitude, utilisent bien sûr le relief comme premier élément de défense. L'extrémité d'un promontoire rocheux à Saint-Denis, un affleurement au sommet d'une colline ou d'une montagne pour Luisandre et les Alimes. Cela n'empêche pas le recours aux travaux de terrassement puisque des fossés ont existé partout, même s'ils sont aujourd'hui en grande partie comblés. Seul Luisandre fait exception, mais sa situation sur un point culminant à 800 mètres d'altitude peut expliquer ce choix. Dans tous les cas envisagés ici, la part des fossés est difficile à appréhender du fait de leur comblement par les maçonneries effondrées et les fouilles manquent pour documenter avec précision ces composants essentiels des bâtis.
Alors on le voit, hein, les surfaces sont relativement similaires finalement. Il n'y a que Vieux-Souvarez qui est beaucoup plus vaste que les autres. On tourne entre 800 et 1200 mètres carrés. C'est la même chose pour les bâtis en pierre. La cour centrale tourne autour de 800 à 1200, 1400 mètres carrés pour la cour centrale. Donc ce sont des sites qui sont relativement ramassés en surface. On est loin des surfaces des cours hautes de certains châteaux qui peuvent atteindre 8 ou 9 000 mètres carrés. Les durées de construction, je n'ai pas évoqué, sont intéressantes aussi, puisqu'à Gironville, on est de l'ordre de 9 à 12 mois. Luisandre et les Alimes, on est à peu près de l'ordre d'un an aussi. Vieux-Souvarez, on tient le record, puisqu'on est autour de 2 mois de construction pour aménager la fortification. Pour la pierre, c'est un peu différent. On est de l'ordre de 3 ans pour la première fortification de Saint-Denis, sachant qu'on y revient 10 ans plus tard pour compléter l'enceinte. Luisandre et les Alimes, ça s'échelonne sur 5 ans et 8 ans. Donc des durées qui sont évidemment beaucoup plus importantes. Alors, les matériaux, en fonction de la disponibilité des matériaux de construction, la pierre en montagne, la terre en plaine, il pourrait paraître logique de voir préférentiellement des bâtis de terre en plaine et des bâtis de pierre en montagne. Gironville, Roilbeau, Vieux-Souvarez sont toutes trois révélatrices de l'usage privilégié du bois dans la plaine. Le transport de la pierre, Jean-Michel Poisson l'avait mis en évidence déjà il y a longtemps, depuis les carrières du Bugey ou du Revermont, aurait constitué un coût sans doute trop important au regard de la longévité de ces fortifications. Alors, bâtis de bois en plaine, bâtis de pierre en montagne, non, car Luisandre et les Alimes sont d'abord en bois avant leur reconstruction en pierre. Seul Vieux-Souvarez suggère l'usage de la brique, en revanche, à un endroit où, dans les plaines de la Bresse et de la Dombes, ce matériau prédomine pour de nombreux châteaux à la même époque. Même dans les bâtis de pierre, le bois n'est jamais complètement absent de la construction, comme dans tous les autres châteaux de la même époque, dans cette région. Alors, aujourd'hui, les fouilles et les études de bâtiments pour estimer précisément sa place, mais les textes livrent de nombreuses mentions de palissades de pieux, de chafauds, d'échifs, qui renforcent les fossés, les courtines et les tours. On parlait des toitures, c'est la même chose tout à l'heure. Alors, résistance ou rapidité de la construction, merci, il faut choisir. L'un des éléments qui explique le passage de fortifications de terre et de bois à des fortifications de pierre, c'est évidemment leur bien meilleure résistance au temps, mais surtout aux incendies et aux boulets. Les dimensions et l'organisation de toutes ces bâtis sont finalement assez comparables, je viens de l'évoquer. Si on compare quelques données métriques, les palissades en bois sont environ 2 à 3 fois moins hautes que les courtines en pierre, 4 à 5 mètres, 6 mètres peut-être, contre 8 à 14 mètres pour les courtines en pierre. Bien moins épaisses aussi, avec des pieux de 25 à 30 cm contre des murs de plus de 2 mètres d'épaisseur. Contre une fortification de pierre, il faut un siège en règle et des engins pour prendre la place, tandis que les mentions d'incendie déclenchées par les villageois de l'un ou l'autre camp sont nombreuses. La guerre contre les bâtis est faite de chevauchés, mais c'est aussi une guérilla où le harcèlement tient une grande part. Quelques flèches ou carreaux incendiaires peuvent suffire à réduire en cendres une bâtie de bois, là où ils ne peuvent presque rien contre un édifice en pierre. En revanche, l'utilité des fortifications de terre et de bois est manifeste quand on se penche sur la durée de la construction. Il faudrait aussi se pencher sur la question du coût du chantier et de l'entretien de la fortification pour évaluer les avantages du bâti de bois, avec plus de justesse. Alors, si on évoque les principaux dispositifs architecturaux et défensifs, avec beaucoup de rapidité, pour rester dans les temps. Donc les fossés et les levées de terre, c'est un élément essentiel, je l'ai évoqué. Jean-Michel Poisson l'a mis en évidence, avec une importance matérielle et financière des terrassements qui est majeure dans une fortification comme Gironville. Avec un rôle des fossés dans les retranchements de plaine qui est avant tout d'arrêter la cavalerie ennemie. À Luisandre, la bâtie primitive était dénuée de fossés. En 1312, on construit d'imposants fossés
qu'on peut voir ici sur le côté nord de la fortification, qui se développe dans la pente. Alors ici, évidemment, ils ne sont pas en eau, mais on a bien l'alternance, comme en plaine, avec 2 fossés, une levée de terre entre les deux, et ensuite la fortification qui s'élève jusqu'à la cour centrale. Dans beaucoup d'endroits, on peut attester la présence de 2 fossés consécutifs séparés par une levée de terre. Alors on voit ici l'un des fossés de Luisandre, 7,25 m de largeur minimale, 4,50 m de profondeur observée au niveau de l'escarpe. Voilà, à Gironville, 2 fossés en eau alimentés par une dérivation de la Couzance, 12 à 20 mètres de largeur pour 4 mètres de profondeur, avec une escarpe plus prononcée que la contre-escarpe. Donc Jean-Michel Poisson avait bien montré que près de 72% du coût du chantier était représenté par les terrassements à Gironville. Ce système est très similaire à celui de Roalbo, où le double fossé existe dès avant la construction du château de pierre. Là aussi, on a 18 mètres de largeur et 4 mètres de profondeur pour le fossé le plus proche, pour une escarpe de 25 degrés. Là aussi, la levée de terre mesure 1 mètre de large à peu près. Donc on a beaucoup de similitudes entre tous ces sites. Il y a une chose qu'on appréhende moins bien et qui est mentionnée assez largement dans les textes, ce sont ces charmures. Et on a vu tout à l'heure l'exemple d'une écurie et d'un cellier charmuré à Roalbo, donc où on a un soubassement en pierre, comme on en voit ici, dans un des fossés de Luisandre. Alors, ce soubassement de pierre, il est assez difficile de comprendre comment il fonctionne. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des tas de cailloux relativement informes et très érodés. On n'a plus du tout de traces de liant ici, contrairement à Roalbo. On peut se demander comment ça fonctionnait d'ailleurs, puisque ici on a des éléments qui mesurent jusqu'à 25 mètres de longueur et 1 mètre de haut à 1,70 m de largeur environ. Là à droite, vous avez la couronne de Luisandre et le charmur, l'un des charmures qui se développe ici. Celui-ci fait environ 90 cm de large au niveau du fossé. Et puis vous voyez qu'au premier plan, il s'élargit en une sorte de massif carré dont on peut se demander si ce n'est pas la fondation d'un des chafauds qui sont mentionnés à Luisandre et qui complétait la défense de la cour centrale. Il faudrait fouiller pour en savoir un peu plus sur ces éléments-là, savoir si on avait effectivement des sablières qui étaient posées sur ces soubassements en pierre ou si les poteaux étaient plantés étaient calés par le soubassement en pierre. Ces palissades, donc on l'a vu, des pieux de 20 à 40 cm, espacés de 5 à 15 cm. À Roalbo, on compte 48 pieux sur 20 mètres de long, 73 pieux sur 30 mètres au sud, soit une moyenne entre 2,3 et 2,4 pieux par mètre linéaire. Donc ça peut permettre une base de calcul pour les autres. À Vieux-Souvaré, avec une palissade de 270 mètres de périmètre, on peut estimer environ 630 à 670 pieux ou troncs d'arbres nécessaires pour la construction. À Gironville, une plateforme centrale de 140 mètres de périmètre, on peut imaginer 325 à 340 pieux pour la construction. Donc il faut quand même y avoir un certain nombre de forêts à disposition pour pouvoir construire ces fortifications-là. Dans les fortifications de pierre, les courtines, chemins de ronde et chiffres, et la question des ours. Alors les courtines sont un peu mieux appréhendées, puisque dans les édifices de pierre, elles font 8 à 14 mètres de hauteur depuis l'extérieur, mais seulement environ 6 à 8 mètres depuis l'intérieur des cours. Dans tous nos exemples, on a d'imposants glacis qui viennent chemiser visiblement une plateforme centrale, et en fait la base de la fortification est pleine, soit remplie de terre, soit constituée par le rocher. 1,50 m à 2,20 m de largeur, et fait relativement notable, on n'a aucune ouverture de tir connue, ni par les archives à ma connaissance, ni dans la fortification. Sans doute que ces ouvertures de tir sont assez compliquées à réaliser. Il faut des tailleurs de pierre, des maîtres d'œuvre qualifiés, ça prend du temps.
et c'est en plus assez cher. Donc on peut estimer que dans un certain nombre de cas, notamment pour ces bâtis, on a fait l'impasse sur ce type de construction. En revanche, on a des mentions un peu plus nettes et des traces un peu plus nettes des couronnements, soit des chiffres, soit de Our. Les Our ne sont pas tellement mentionnés, alors j'en appelle aux historiens pour essayer d'aller à la pêche à ces mentions, parce qu'on a plus de mentions d'échifs ou de muettes, les muettes étant dénuées de trompes d'appel, contrairement aux échifs, d'après, je cite les travaux d'Alain. On a beaucoup de mentions d'échifs ou de muettes, mais assez peu de Our. Alors voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont pas familiers. À Saint-Denis, ici on a les traces du parapet crénelé. On aurait tendance à voir peut-être une fosse qui isolerait la porte de la courtine, mais ici je dois dire que la restauration est un peu trop violente pour permettre d'estimer vraiment ce qu'il y avait sous l'arrachement qui est sous cette porte. Donc on a vraiment une circulation étroite entre la tour et les courtines adjacentes où on peut circuler des deux côtés, au nord et au sud, depuis la tour sur les courtines. À Saint-Denis, c'est plus surprenant, on a un deuxième niveau de chemin de ronde du côté sud, là où la bâtie est la plus vulnérable, avec une porte qui dessert ce chemin de ronde. Ici, pas d'arrachement du parapet, et un corbeau qu'on voit là. C'est la même chose aux Alimes, où le chemin de ronde actuel est complètement reconstruit. Vous avez ici le niveau d'arrachement du chemin de ronde ancien et aucune trace d'arrachement bien nette dans le chaînage de la tour. Il faut noter que la tour n'est pas flanquante. Du côté sud, elle est parfaitement dans l'axe de la courtine. C'est exactement la même chose à Saint-Denis, où la tour ne flanque qu'une seule des deux courtines adjacentes, et elle est dans le prolongement de la seconde. Alors, dans les deux cas, on peut quand même se poser la question de l'existence d'un Our qui permettrait à la fois d'expliquer l'absence d'arrachement au niveau du chemin de ronde, pas de parapet, pas de traces de parapet, et ensuite, la présence du Our permet de rétablir un flanquement basique avec un tir fichant qui permet de protéger le pied de la courtine, ce qui n'est pas possible autrement, puisque dans les deux cas, les tours ne possédaient pas de couronnement défensif qui permettait de tirer verticalement. Alors l'échafaud et les tours, et puis je terminerai très rapidement ensuite. Pour donner quelques idées de dimension, l'échafaud de Roalbo, 4 poteaux d'angle avec les négatifs de sablière et environ 6,50 m de côté. 10 à 12 mètres de hauteur, si j'ai bien compris les explications de Michel tout à l'heure, soit 2 fois la hauteur de la palissade, d'après les textes. Dans les tours carrées qui sont privilégiées dans tous ces édifices, 10 à 11 mètres de côté, donc c'est plus imposant que l'échafaud, et 20 à 26 mètres de hauteur aussi. Bon, c'est des formats qui sont tout à fait classiques dans les fortifications de cette période. Ce sont des tours qui sont aux Alimes et à Saint-Denis sommairement habitables. On a quelques éléments de chauffage notamment qui démontrent qu'on pouvait y vivre, mais ce qui est normal pour y tenir une garnison. Et un étage défensif qui, à Saint-Denis, est constitué, donc à Luisandre, on a 4 fenêtres par côté qui sont mentionnées pour une tour d'à peu près 20 mètres. Elle est détruite, on ne la voit plus. Mais c'est la même chose à Saint-Denis, où on a 4 baies créneaux, ici, assortis de mantelets en bois, dont on a encore les gonds qui sont conservés et qui permettaient de fermer ces baies créneaux. Aux Alimes, c'est une toiture terrasse dans le premier état avec qui est posée sur la voûte en fait, du dernier étage. Avec là aussi l'absence de Our, mais on a un parapet qui est crénelé avec 3 créneaux par côté, sauf dans un angle qui est très reconstruit, qui est ici en verre, qui est très restauré au XIXe siècle et qui correspond à l'emplacement d'une solive que Jean-Michel Poisson avait déjà bien vue
il y a un certain nombre d'années, et qu'il avait fait dater, qui a poussé dans le courant du XIIIe siècle, on ne connaît pas sa date d'abattage, mais qui peut indiquer, en même temps que la reconstruction de l'angle, eh bien, la présence d'une échiffe, puisqu'on voit ici la mortaise qui correspond exactement à ce type de construction. Ici, c'est un our du château d'Ans, et on peut avoir une échiffe d'angle, comme ici, elles ont été restituées à Amberieu-en-Drôme. Et enfin, je m'arrêterai sur la défense des portes, où on a très peu d'exemples qui sont conservés, beaucoup de mentions de pont-levis dans toutes ces bâtis, pont-levis en bois la plupart du temps. Aux Alimes, il a été restitué de cette manière, puisqu'on a encore le corbeau et la crapaudine qui permettaient d'accueillir le pont. On est 4 mètres en avant de la porte et ça permet de franchir un petit fossé qui est maçonné et qui fait 2,50 m de largeur. Pour les circulations, la porte d'accès au premier étage est en hauteur, un peu plus de 6 mètres aux Alimes, et on a des systèmes de portes. Alors, bon, là, on est un peu dans l'hypothèse qu'avait formulée Alain il y a quelques années. On est ici, par exemple, pour cette porte-là, la porte est désaxée de la courtine, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir avoir un système de pont qui permette de s'appuyer sur une solive qui dépasse de la courtine pour aller jusqu'à la courtine, parce que sinon on est dans le vide quand on passe la porte. Et pour la tour ronde, on a exactement le même type de système, avec des portes au premier étage et au deuxième étage pour circuler avec les courtines, qui sont dotées de corbeaux avec crapaudine, qui accueillaient là aussi des échelles. Entre le premier étage et la cour, on a 6,70 m de hauteur, et entre les courtines et les portes du deuxième étage de la tour, on a 2,70 m de hauteur. Voilà, puis un certain nombre de bâtiments qui sont mentionnés à l'intérieur des cours, logis, aula, cuisine, four, citerne, puits, et qui servent à la vie quotidienne. Alors, en guise de conclusion provisoire, je vous ai mis une petite photo qui est un des carreaux d'arbalète qu'on a trouvé fiché dans la tour des Alimes pendant l'étude de bâti. On en a trouvé 5 comme ça. Alors, on s'est posé la question, est-ce que c'est les vestiges d'un assaut par les Savoyards, ou est-ce que c'est un arbalétrier qui s'ennuyait fermement et qui tirait dans les courtines? On s'est vraiment posé la question. Voilà. Donc, est-il l'heure de conclure sur l'architecture de ces bâtis fortins et camps retranchés de la petite guerre de Cent Ans qui a opposé le Dauphiné et la Savoie? Sans doute pas, car on l'a vu, les exemples pris en compte dans notre ébauche de synthèse sont finalement peu nombreux. Un peu moins de 20% des édifices de ce type recensés à ce jour. On arrive à 10 cas si on compte les phénomènes de reconstruction. Alors envisageons plutôt cette conclusion comme un programme. La simplicité architecturale de ces fortifications répond-elle efficacement aux deux nécessités que l'on perçoit du fait de la guerre, la rapidité d'exécution et l'économie de la construction? La récurrence des plans et des systèmes défensifs est-elle vérifiable à une plus grande échelle? Des particularités régionales imputables aux maîtres d'œuvre de ces chantiers sont-elles discernables, ou au contraire ne trouve-t-on que des similitudes entre les manières de construire des Dauphinois et des Savoyards? La poursuite des études sur ces sites originaux à l'échelle des Alpes du Nord permettra sans doute de préciser ces premières orientations. Un soin attentif au croisement des données des textes et du terrain, dans une collaboration étroite entre historiens et archéologues, augure de résultats probants. Cette approche a été initiée il y a plus de 35 ans, dès l'origine de ses recherches, par Jean-Michel Poisson à partir des travaux de Paul Catin. On lui rendra cet honneur, et puis j'espère ne pas avoir procédé d'une autre manière que lui aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette communication qui vient justement bien conclure la journée, qui remet bien les idées en perspective par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et puis qui montre encore tout le travail qu'il y a à faire justement pour continuer à mieux connaître ces édifices, que ce soit les édifices qui sont le théâtre de l'affrontement dauphinois et savoyard, et puis les autres qui justement s'appellent bâtis aussi, mais ont du mal à s'insérer dans cette typologie. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Jean-Michel.
Oui, c'est-à-dire que j'ai une question qui concerne un petit peu le nombre, le corpus, quoi. D'abord, je me suis demandé pourquoi est-ce que vous aviez laissé de côté deux autres sites qui sont dans le même secteur et qui sont documentés à peu près de la même façon, que sont Rémins et le Mont Curnil. Pour le Mont Curnil, on a un compte de construction, on a maintenant un plan, des observations. Alors évidemment, c'est pas des opérations de terrain très poussées, mais enfin, on a quand même de quoi faire. Et pour Rémin, c'est la même chose, on a un compte de construction et des vestiges sur le terrain. Donc je me suis demandé pourquoi, alors que vous dites vous-même que le corpus est limité, pourquoi est-ce que vous aviez, c'est sans doute volontaire, et il y a certainement d'excellentes raisons, je trouve que c'est un petit peu dommage, et peut-être est-ce que dans le cadre de la publication, il faudrait songer à les réintégrer. Et dans la même question, je me suis demandé en revanche s'il était bien utile de considérer comme bâtis des sites comme Luisandre, comme Rouelbeau 2 et les Alimes 2, dans la mesure où là, on n'est pas sûr que l'édifice qui vient succéder à la bâtie est encore une bâtie. Ou alors, en tout cas, il me semble que la question se pose. Alors, si on prend la définition qui a été donnée par Alain ce matin, les Alimes 2 reste une forme de bâti. On est assujetti à la juridiction de la châtellenie de Saint-Germain. C'est une dépendance et le lieutenant qui tient la bâtie des Alimes est complètement dépendant de la châtellenie. En revanche, effectivement, on a une transformation juridique qui intervient au moment où le site est inféodé. Mais ça intervient vraiment à la fin de la guerre. Donc, dans ce cadre-là, justement, moi j'aurais tendance à penser que c'est encore une bâtie et finalement elle est assez bien dans la typologie. Bon, là, il faudrait se rapprocher d'Alain, je pense qu'il interviendra peut-être pour compléter tout ça. Sur la terminologie, Alain, tu veux dire un mot peut-être? Oui, c'est un peu l'inverse. Donc, vous ne m'avez pas écouté, je me suis très mal exprimé, ce qui est tout à fait possible. Non, en effet, les Alimes deviennent le centre de Châtellenie vers 1318-19, par là. C'est pas vraiment encore une Châtellenie, mais ça le devient vraiment. Voilà. Donc, en effet, les Alimes, et c'est la question que je posais tout ce matin, ne sont plus une bâtie à partir de 1321, en gros. Hein. Oui, mais elle est déjà construite. Mais elle est déjà construite et même terminée. Voilà. Oui. Alors que Luisandre, jusqu'en 1357, date de son inféodation, elle restera toujours complètement dépendante de Saint-Rambert jusqu'en 1334, puis de Saint-Germain à partir de 1334. Donc, Luisandre sont et restent une bâtie jusqu'à l'inféodation, alors que les Alimes, non. Entre la période d'inféodation qui a lieu avant la fin de la guerre, d'ailleurs même, c'est passé quand même au rang de Châtellenie. De même que Saint-Denis, d'ailleurs, hein, pour Dauphinois, et Rémins aussi. Voilà. Donc, en effet, je pense qu'on peut plus considérer les Alimes comme une bâtie à partir de 1321, parce qu'elle a ses revenus propres, même si elle est largement et en permanence aidée par les Dauphinois. Mais voilà quoi. Oui, mais il me semble que dans l'approche de Laurent, c'est légitime de la garder à partir du moment où elle est construite en tant que bâtie. Donc, ça dépend. Moi, je disais qu'il fallait aussi considérer pas seulement la naissance, mais la fonction, beaucoup la fonction. À partir du moment où la fonction, elle reste militaire, c'est évident, n'est plus tout à fait la même, le statut juridique n'est plus tout à fait le même, c'est pas pareil, quoi. Quand on voit Luisandre, par exemple, dans les textes, Luisandre, c'est une bâtie. C'est un féodé en 1357, et quand on nous en parle, on parle de maison forte. On dit pas bâtie ni château. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais... Ben, c'est donc c'est en fonction du statut social que les bâtiments sont appelés. Tu vois, Luisandre, c'est une bâtie, enterrée en bois. C'est reconstruit, ça reste une bâtie jusqu'à son inféodation. Et quand elle est inféodée, à Bost, un gros bourgeois de Bourg, eh ben, c'est appelé maison forte.
dans les textes. Oui, Tu vois, c'est plus un château, c'est plus une bâtisse. Il y a quand même des noms qui correspondent à des choses précises, même si c'est pas hyper pragmatique comme affaire, mais selon eux, mais n'empêche il y a quand même bien des noms qui correspondent à des statues. Oui, tout à oui, fait. j'entends bien, mais bon, est-ce que dans notre approche, vous considérez que, bah voilà, il faut prendre les alimes ou pas, quoi. Parce Ben, on il l'a faut prendre, construit en se disant que ça va être un il château, faut prendre on l'a les construit en se alimes, disant que ça va être une bâtie. il faut prendre les alimes comme une bâtie jusqu'à ce que ça en soit plus, quoi. Ouais. C'est-à-dire jusqu'au moment où elle change de statut. Et 1321, c'est le moment où on abandonne le toit terrasse qui sert à poser une bricole pour construire une charpente. Ouais. Donc elle Et perd une partie de ses attributs militaires. compte quand même des termes qui sont employés dans les textes. Ah oui, Parce que Oui, tout à fait. aux Alimes, par exemple, lorsqu'on construit les Alimes 2, hein, de toute façon, on n'a pas de texte concernant les Alimes 1. Et quand on construit les Alimes 2, on ne parle pas, c'est vrai, de bâti, mais on ne parle pas non plus de château. Et là, j'avais justement repris le texte, hein, opéra Alemoru. Voilà, on parle de l'œuvre des alimes. Ils sont très gênés pour le définir, hein, finalement. Parce que dire l'œuvre des Alimes, c'est bien parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. C'est ça, tout ouais. à fait. Bon, Mais c'est vrai qu'au niveau ils s'en de la... moquent un peu du vocabulaire, je crois. C'est pas qu'ils sont gênés, c'est que ils sont pas gênés justement pour employer un mot avec un autre. C'est un peu approximatif quand même. Hein. Ben, pas toujours. Hein. Pas Faut pas oublier toujours, mais quand même que le on peut pas dire à la qu'il y a remise. une nomenclature absolument rigide des appellations. Oui. Et puis, il faut quand même considérer que la reconstruction des alimes, elle intervient parce que la première bâtie a brûlé. Ouais. À cause d'une attaque des Savoyards, que Luisandre reste en fonction. Et donc, on reconstruit pour maintenir le point de fixation et le point de contrôle de ce territoire sur les alimes. Et on commence à reconstruire dans les semaines ou les mois qui suivent l'incendie, en fait. Et les Savoyards prennent ça comme une vraie menace puisqu'ils viennent sans cesse se regrouper à Luisandre pour attaquer le chantier des alimes. Donc on a un chantier qui se déroule dans une insécurité complète, donc on n'a pas du tout le cadre de la construction d'un château à vocation résidentielle, on est vraiment dans une construction en pierre en temps de guerre, qui ne fait que succéder à la construction en bois qui s'est révélée trop fragile finalement. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, finalement, Luisandre, c'est le même phénomène. Oui. De toutes ces bâtis que j'ai pu étudier dans les textes, hein, c'est les alimes qu'on tous ramassés. Hein, c'est incroyable. Il y a une omnibulation contre les alimes. Quoi. Alors, une précision, c'est que les alimes et Luisandre, le chantier a duré 5 ans et demi. Mais effectivement que 3 ans et demi, parce qu'il y a une trêve qui est décidée à Villarbenois en 1314 pour durer 1 an et demi, et on voit qu'en août 1315, ils se préparent tous les deux, enfin, Savoyard et Dauphinois, à reprendre le comte de Savoie chez Desonnes, fait faire un rafour, et le pape obtient in extremis une prolongation de 6 mois. Donc on a 2 ans d'arrêt de chantier. On a 5 ans en durée, mais 3 ans effectifs. Parce qu'on envoie des espions pour voir si on construit pas. En douce. Une chose en temps de paix, on se méfie. Si je peux revenir sur la date de 1321, 1321, c'est la date de la prise du château de Saint-Germain, qui est le centre de la châtellenie dont dépend les alimes, par le comte de Savoie. Donc en fait, il n'y a plus de châtellenie de Saint-Germain, il n'y a plus de châtellenie dauphinoise. C'est aussi sans doute pour ça qu'on érige les alimes en nouvelle châtellenie, pour pouvoir continuer à maintenir la fortification. Donc finalement, la fonction de centre de châtellenie, elle est un petit peu imposée par les circonstances. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je pense ça aussi. Ouais. En tout cas, moi, il me semble qu'au vu de ce que tu nous as présenté là, s'il y a un sujet sur lequel on pourrait peut-être
aboutir à des conclusions, c'est justement sur les bâtis du conflit delphino-savoyard. Et chez nous en Isère, je pense qu'il y a au moins 2 sites qu'on pourrait rajouter à ce corpus parce que c'est vraiment des choses comparables, terrasses quadrangulaires, ce type de construction. Je pensais à la Motte du Passage, dont je vous ai présenté le relevé, et puis à Montclar, au site de la Bâtie-Neuve de Voiron, là, de Montclar, avec cette enceinte en pierre, qui me semblent des sites sur lesquels qu'on pourrait, au moins pour ce qui est dans tes calculs de surface, pour avoir des éléments, compléter les éléments de comparaison qu'on peut avoir, vu qu'on a les relevés déjà au moins un peu sommaires, mais qui permettent de faire ces calculs de surface. Alors moi, j'ai fait, pour répondre à une partie de la question de Jean-Michel, j'ai fait avec les données que j'avais sous la main au moment où on a fait ce travail-là. Voilà, donc c'est évidemment un corpus qui ne demande qu'à être enrichi, à la fois avec d'autres bâtis qui sont du même secteur de l'Inde, mais aussi sur toute la partie sud du conflit, Grésivaudan, et voilà, que vous avez évoqué tout à l'heure. Je pense que justement les bâtis comme celle du Passage sont tout à fait intéressants pour rentrer dans ce raisonnement. On a une question de Franck Gabaillé. Oui, moi, je m'interrogeais sur les dimensions de la plateforme et le fait qu'à Vieux, on soit quasiment 4 fois plus grand qu'ailleurs. Est-ce que ça signifie que le fait de ne pas avoir fait de plateforme, ça permettait d'avoir plus de vitesse pour travailler, enfin, suffisamment de, voilà. Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'on prévoit de loger beaucoup de monde à un moment donné? Est-ce que c'est préalable à une opération avec des rassemblements importants de militaires? J'arrive pas à comprendre pourquoi cette différence, une telle différence. Est-ce que c'est uniquement pragmatique ou est-ce qu'il y a des arrière-pensées stratégiques? À mon avis, bon alors je pense que là c'est plutôt les historiens qui pourraient mieux cerner, comme vous l'avez fait déjà dans le travail de synthèse que vous avez fait avec Alain et Jean-Michel. C'est vraiment le cadre qui permet de réfléchir à ça, à mon avis. On a une construction qui est extrêmement rapide par rapport aux autres, 2 mois au lieu d'1 an pour les autres bâtis de bois, 2-3 mois peut-être, d'après les textes, d'après ce qu'on perçoit. Et puis, on a ce contexte où il faut venir défendre en fait Pont-d'Ain. Et voilà, il y a cette menace avec Varé aussi. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'on cherche à abriter une garnison importante. Et en fait, on se rend compte que dans les les constructions qui se font 20 ans avant, on a parfois des garnisons qui dépassent la centaine d'hommes, notamment à Luisandre, alors que c'est tout petit. Alors là dans ce qu'on a vu comme texte, on a 2 textes qui font allusion à la garnison. C'est une fois 10, une fois 11, quelque chose comme ça, ou une fois 9, je sais pas exactement. Des renforts de 6 militaires, plus 6. Voilà, je parle pas des 50 chevaliers avec le comte pendant les travaux, là, pour défendre les travaux. Mais une fois, on n'a quand même pas on n'a pas mention de très grandes garnisons qui justifieraient les 4000 mètres carrés. Au quotidien. Au quotidien, moi, je me demandais, mais c'est une idée comme ça, est-ce que cette grande surface ne pourrait pas correspondre à la surface du 2e fossé dans les autres sites, qu'on avait prévu et délimité et commencé à creuser un fossé pour faire une vraie bâtie avec un tertre et puis une succession de 2 fossés, et puis que les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu continuer à aller plus loin, qu'il a fallu terminer rapidement et que du coup, on se retrouve avec quelque chose d'un peu surdimensionné. Ouais, c'est une hypothèse comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne idée à creuser un peu, si j'ose dire. Il y a un aspect peut-être qu'on a un peu laissé de côté, trop laissé de côté pour Vieux, c'est la relation avec le péage. Là, on a vraiment, c'est vrai que pour les autres bâtis, on a souvent, comme vous l'avez tous mentionné, des relations avec un point de passage, etc. Mais dans le cas de Vieux, c'est vraiment
sur la route, il y a la présence du péage fait. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, alors évidemment, le rapport, la comparaison avec le caravansérail est sans doute exagéré, mais est-ce qu'on n'a pas aussi la possibilité de mettre à l'abri là-dedans des gens qui seraient des voyageurs, des charrettes, des marchands, etc., puisque quand même il y a un gros trafic sur cette route. Et donc, peut-être qu'en plus de l'aspect militaire, il y a peut-être la possibilité de se retrayer à l'intérieur de la bâtie pour des gens qui circulent avec leurs charrettes, leur transport, etc. Oui, je pense qu'il y a ça, parce que il y a quand même des dépenses très importantes entre Pondin et Saint-Rambert pour accompagner les marchands dans un sens comme de l'autre, et surtout les marchands italiens qui passent 4 fois, 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre, une fois chaude, 2 fois froide, et qu'il faut les accompagner. Et on fait donc des petits sauts de puce, Saint-Rambert en Brenay, en passant par Lusandre. Donc on fait des petits sauts de puce où on se protège à chaque fois. Hein, Saint-Rambert, Lusandre, Lusandre en Brenay Vieux et Vieux-Pondin. Voilà. Par ailleurs, le péage de Pondin, c'est un petit péage. Seuls les draps de France et les chevaux payaient. Les autres passaient tout droit et allaient payer à Pondin. Donc, faire payer les chevaux, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut compter, il faut les arrêter, il faut peut-être aussi les reposer. Donc, en effet, ces bâtiments et la bâtie peut servir de refuge pour ces choses, ces bêtes chères, quoi. Donc, alors, pour ce péage, il est sur le territoire de Saint-Germain, il est sous la protection de Saint-Germain, mais c'est le châtelain de Pondin qui le lève. Hein. Et dans les comptes de Pondin, ce petit péage est séparé du grand péage sur le pont. Donc, on a des recettes différentes. Et le comte doit donner au moins la moitié au sire de Varambon, sur les rats de France et les chevaux. Donc, il appartient à moitié au comte de Savoie, ce péage. On a une question de Frédéric Mérite. Ouais, alors je vous ai écouté, vous m'entendez? Ouais. Je vous ai écouté avec attention et passionné pour être moi-même amateur. Bon, tout ce phénomène un petit peu des bâtis me fait penser ce que j'ai vécu en Afghanistan ou sur d'autres théâtres, puisque je suis ancien militaire. Voilà. Où effectivement, les bâtis, ça existe toujours hein, dans le contexte militaire actuel. Ça s'appelle des FOB. Alors, c'est un anglicisme de l'OTAN. Bon, on pourrait le traduire en français par poste avancé. Et effectivement, essentiellement, en Afghanistan, on a un petit peu le même phénomène qu'on voit, ce que vous démontrez là, sur ces guerres delphino-savoyardes, où on avance un petit peu nos pièces et on avance un petit peu nos FOB, qui sont un petit peu comme les bâtis. Alors, même dans l'architecture, de tout ce que j'ai pu voir, etc., on retrouve un petit peu aujourd'hui les pendants. À savoir, la première chose qu'on fait, c'est des tours, hein, à quelque part. On fait 4 tours en général, au moyen de containers qu'on emboîte. Ça fait des points hauts. Après, l'idée, c'est de fixer les personnes, pas forcément les arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de talus en fortification, etc. On fait un petit peu la même chose avec des ribards, des barbelés. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir tirer, d'être en hauteur. Donc, ralentir la personne, l'ennemi, la fixer et la traiter. Donc, je pense qu'on est un petit peu au départ des bâtis sur le même phénomène. Ce qui est important, c'est plus la tour qu'essentiellement l'enceinte, où on voit que des fois, il n'y avait pas d'enceinte, puisqu'il y avait juste un fossé, peut-être une enceinte végétale, je ne sais pas. Je ne sais pas si on en parle dans les textes. Voilà, donc on est un petit peu sur le même phénomène. Après, quand on décide de rester dans telle vallée, dans l'Ouzbine, etc., effectivement, après, on construit plus en dur. Donc, on va mettre des merlons de terre, des gros bacs en terre, etc. On va construire un petit peu en dur, comme si on faisait un petit peu un château en dur. Après, la FOB, donc ce poste avancé, peut changer de dénomination. C'est-à-dire qu'on a avancé dans la vallée, etc. Donc, il va devenir un camp, un petit peu un castrum à quelque part. Donc, où là, il y aura toute une notion de commandement, il y aura le soutien qui va se mettre en place, enfin, ça va prendre de l'importance. Et là, on passe à l'estape, voilà, qu'on pourrait comparer à un castrum, quoi. Voilà, donc c'est simplement une expérience personnelle plus présente que je vous livre à votre réflexion. Voilà.
Si une dernière question dans le cadre des bâtis, est-ce que vous avez trouvé dans les textes des fortifications végétales? Voilà, je me posais cette question parce que j'en ai trouvé moi par ailleurs dans le cadre de mes travaux. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez trouvé ça. Des ronces, ce genre de choses. Oui, même sur les châteaux. Spinac, Ouais, moi c'est sur les ça. châteaux. Ils montent des branchages avec des cordes dans les créneaux. J'appelle ça des spinacs. D'accord. Il y a ça. Une autre question, je crois, Madame Verchet. Oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation. Je voulais poser une question concernant le château natal des Dauphins d'Alban à Saint-Rambert-d'Alban. J'ai vu des traces, sur Internet, hein, des traces des fouilles qui ont été faites. Et ce plan de château est tellement rudimentaire que ça me fait penser un peu au bâti dont vous parlez depuis ce matin. Et curieusement, moi j'habite pas très loin du château de Ratier en Matésine, et les plans du château natal des Dauphins ressemblent étrangement à ceux du château de Ratier. Donc je me pose des questions. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît ces châteaux et pourrait me donner des renseignements? Bon, je pense que je peux répondre sur Albon. Ah, Vous avez le spécialiste sous la main. Bah, quand même. super. Oui, alors donc Tourner sur l'empereur de. j'ai effectivement fouillé pendant plus de 10 ans le château d'Albon. La publication est actuellement sous presse. Toi le comte d'Albon. Allô? C'est toi le comte d'Albon? Non, non, non. Et donc là, on est sur quelque chose de très différent, hein. En fait, le château d'Albon n'est pas aussi simple que on pourrait le penser quand on le voit de loin. La fouille a mis en évidence beaucoup de bâtiments, un grand édifice palatial énorme, une chapelle et d'autres bâtiments, en plus de la tour sur Motte qu'on voit de l'extérieur. Donc c'est un site extrêmement complexe qui connaît une chronologie qui est très longue puisque la première occupation est carolingienne et ça va jusqu'au XVIe siècle. Donc il y a beaucoup à dire et je ne vais pas parler d'Albon maintenant. Simplement, je pense que ça n'a pas en plan, si vous voulez, ni en plan ni en statut de rapport avec ce on parle aujourd'hui des bâtis. En plan d'abord parce que on a là un édifice complexe avec plusieurs bâtiments disposés sur un plan régulier, y compris des bâtiments très grands puisque le bâtiment palatial d'Albon fait 40 mètres de long. Ni du statut puisque à Albon on est et ça dès l'origine, c'est-à-dire dès le XIe siècle, on est sur un statut de château et même de château centre d'un comté, hein. Donc c'est évidemment extrêmement différent. Mais je parlais du château de Saint-Rambert-d'Albon, hein, le château qui est à Saint-Rambert-d'Albon, qui est annoncé comme étant le château natal de la famille des Dauphins. c'est ce date dont je parle, oui. Ah, c'est celui-là, d'accord. Il n'est pas à Saint-Rambert-d'Albon, il est à Albon. Albon, oui, d'accord. Voilà, oui. Donc, effectivement, c'est le site d'implantation d'origine des comtes d'Albon, futurs dauphins, oui. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup. Alors, quand... Le château de Ratier. Oui. C'est la tour de Ratière, c'est ça? Alors, non, le château de Ratier, en Matésine. Qui surplombe le grand viaduc de la Roissonne. Voilà, c'est ça. Il ne reste qu'un chiffonneau d'une tour, enfin du donjon. C'est un site sur lequel on a travaillé un petit peu, on a fait un plan topographique, des relevés. Oui. Voilà, Monsieur Caron, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, ça apparaît dans les textes comme un château, me semble-t-il, au XIIIe siècle. Donc, ça n'a rien à voir avec une bâtisse. C'est un château, chef-lieu de Châtellenie, qui a
dont plusieurs paroisses dépendent. Donc vraiment, c'est un château, ça n'a rien à voir. Il y avait Et un personnellement, pour ce qui concerne le plan, j'ai jamais, ça m'a venu à l'esprit de faire la moindre comparaison avec Albon. Donc, alors, je suis partie sur de mauvais plans, sûrement. Je suis partie sur de mauvais plans parce que j'ai trouvé sur Internet des plans qui ressemblaient étrangement aux plans dessinés par Monsieur Caron et je me suis demandé quel rapport il pouvait y avoir entre les deux. Alors, je suis partie sur de mauvais documents. Merci de me remettre sur la bonne route. En revanche, il me semble qu'on pourrait quand même insister sur le fait que il y a des tout petits châteaux et des grosses bâties, quoi. Donc, voilà, c'est pas parce que le statut ne nous parle pas beaucoup de l'aspect. Et c'est un peu ce qui nous a amené à faire cette journée de rencontre, justement, c'est de se dire qu'est-ce que recouvre ce terme. Donc effectivement, on a des sites qui sont appelés châteaux et quand on arrive à avoir de la documentation, on s'aperçoit qu'il y a une tour et un bâtiment à côté. Et à côté de ça, on va avoir de très belles maisons fortes avec plusieurs tours ou des bâtis très bien construites avec soin et très importantes et impressionnantes. Donc voilà, l'aspect n'a pas grand-chose à voir avec le statut politique et administratif. J'ai bien compris, d'après vos explications, comme c'était un mandement, le château de Ratier, dépendait, enfin, il y avait un mandement qui dépendait de ce château, donc ce n'était pas une bâtisse, c'était vraiment un château. Je vous remercie pour vos explications.